Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, suite à la rupture de la digue d'Imambe, le président de la République, à travers la direction des actions sociales de la présidence, ainsi que son épouse Mial Radouel, à travers l'association FITI, ont apporté ce jour une aide humanitaire aux sinistrés du district d'Avaradjan. Cette action sociale comprend la distribution de denrées alimentaires de première nécessité, ainsi que des soins médicaux pour les personnes souffrantes afin d'aider les victimes à se relever après la catastrophe survenue hier. Un reportage de Natera Koutmaaf et de Nzar Ranjiansou. Environ 650 personnes ont été sinistrées à cause de cette rupture de digue, touchant 3 communes du district d'Avaradjan. Face à cette situation, les familles ayant perdu leur logement ont été relogés provisoirement dans les EPP d'Akatkelilaf, Saboutinamean et Ambouipans. D'autres ont trouvé refuge chez des proches, tandis que certains ont pu regagner leur domicile après la décrue. Cependant, de nombreuses familles ont tout perdu et restent bloquées faute de solution immédiate. Face à cette catastrophe, la présidence de la République, via la direction des actions sociales, ainsi que l'association FITI, dirigée par la première dame Mial Radouel, ont envoyé des délégations pour venir en aide aux victimes. Des paniers garnis, des vêtements et des soins médicaux ont été offerts pour répondre aux besoins les plus urgents, notamment pour les femmes enceintes et les personnes vulnérables, soutient Roumana Amidji Rarnour, directrice des actions sociales auprès de la présidence de la République. Ces actions sociales sont essentielles car elles rappellent aux sinistrés qu'ils ne sont pas seuls face à cette épreuve et que l'État ainsi que la première dame restent à leur côté pour les soutenir. De son côté, le député élu dans le district d'Avaradjan, Thierry Radaf d'Ibout, a affirmé que des solutions sont en cours pour la reconstruction des infrastructures touchées par cette catastrophe. Dans la commune d'Akatkelilaf, 48 foyers, soit 216 personnes, ont bénéficié de cette assistance. À Ambouipans, 79 foyers représentant 300 personnes ont reçu une aide similaire. Enfin, à Tsarafar, 33 foyers ont été pris en charge, soit 150 sinistrés ayant reçu des aides de la présidence et de l'association FITI sous l'égide de la première dame, Mial Radouel. Et toujours concernant les intempéries, 400 foyers, soit environ 2000 personnes jusque-là, ont été déplacés à Ampani suite au passage du cyclone Jude, selon les données provisoires émanant du BNGRC. Ces déplacés ont reçu les aides nécessaires selon le DG, le général et la Kanjiakad. Par ailleurs, plus de 70% des toits en tôle ont été emportés par le vent, toujours selon les explications. Le temps de cours des élèves du CEG d'Ambouimanarn est raccourci durant la saison de pluie. En effet, les infrastructures vétustes ne permettent pas la poursuite des cours en cas d'intempérie. Pour y remédier, le député Irmar, élu dans cette circonscription, Tate Lirazanamandimsou, s'engage à réhabiliter cet établissement scolaire. Yves Janel. Le CEG d'Anoussou Ambouimanarn, situé dans le 6e arrondissement, accueille 1400 élèves. L'établissement est confronté à de sérieux problèmes d'infrastructure, obligeant la suspension des cours dès qu'il pleut. Par conséquent, le temps d'apprentissage des élèves est considérablement réduit en cette saison de pluie. L'éducation est une priorité pour le député Irmar, élu dans le 6e arrondissement. Ainsi, des travaux d'amélioration des infrastructures seront entrepris et dureront environ un mois. À part le CEG Anoussou, des salles de classe ont déjà été rénovées au lycée Anoussou Ambouimanarn. Par ailleurs, une collaboration avec la région d'Analamang est prévue prochainement pour la réhabilitation de l'EPP de Betafou. Dans un tout autre sujet, un établissement pharmaceutique privé d'Anous Béanjefan a ouvert un dispensaire privé destiné à offrir des soins aux habitants les plus vulnérables des quartiers et ses environs. Ce centre de santé baptisé Faswavan a été inauguré ce jour sous le parrainage de la sénatrice Lalatine Rakoutounjazaf qui a offert 10 accouchements gratuits aux femmes enceintes du dispensaire. Toujours un reportage de Natera Koutmaaf et de Nzar Ranjiansou.
Ce dispensaire Faswaven a été mis en place pour offrir des soins abordables aux habitants d'Anus-Beanjefen et des environs, notamment aux mères et aux enfants en situation de précarité nécessitant des consultations ou un suivi médical. Son inauguration officielle a eu lieu aujourd'hui sous l'égide de la sénatrice Lalatina Rakoutunjazafi, marraine du projet. Pour le chef du quartier Manjangubat II, cette structure est une véritable bouffée d'oxygène pour les résidents, dont 80% vivent dans la précarité et n'ont pas les moyens de se rendre dans un centre de soins. Désormais, il pourra orienter les habitants les plus vulnérables vers ce dispensaire pour qu'ils puissent accéder à des soins adaptés. Dans son intervention, le chef du quartier Manjangubat II a plaidé pour la mise en place des structures similaires dans l'ensemble des quartiers défavorisés du 4e arrondissement et même dans toute la commune urbaine d'Antananarivo. De son côté, la sénatrice Lalatina Rakoutunjazafi a souligné l'importance de ce dispensaire pour les habitants les plus démunis qui n'ont pas les moyens de fréquenter les hôpitaux et les cliniques classiques. Fidèle à son engagement en tant que marraine de ce centre de santé, elle a offert 10 consultations gratuites pour des femmes enceintes et a initié une grande collecte de sang qui a permis de recueillir 150 dons au profit des patientes de l'hôpital Ajiara. Pour des raisons légales, les soins prodigués au dispensaire Faswaven ne peuvent être totalement gratuits. Toutefois, ils sont proposés à des tarifs réduits afin de permettre aux plus démunis d'accéder aux services essentiels tels que les consultations médicales générales, les accouchements et le suivi de la santé des mères et des enfants. Et toujours concernant la santé, la gestion des hôpitaux à Madagascar s'oriente vers la digitalisation. Pour le lancement de ce projet, 2 établissements pilotes ont été sélectionnés, le CHU SSPA Analakeli, ancien institut d'hygiène sociale, et le HJRA. Ce changement a été rendu possible grâce à une collaboration entre le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications et le ministère de la Santé publique. Un reportage de Radraman Zatouf. Selon le ministre de la Santé publique, le professeur Rajamanathan Zeli Arvelu, la digitalisation de la gestion hospitalière présente plusieurs avantages, notamment la réduction des temps d'attente pour les patients et la récupération des fonds perdus qui auraient dû être perçus par l'hôpital. Cette transition technologique vise également à améliorer la qualité des services de santé. Pour l'instant, le projet sera mis d'abord en œuvre dans 2 établissements pilotes, le CHU SSPA Analakeli, anciennement Institut d'hygiène d'Analakeli, et la JRA. L'application de ce projet aura un impact direct sur l'accueil des patients. La ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, Stéphanie Delmotte, a également souligné l'importance de cette transformation numérique pour moderniser le secteur hospitalier. Un accord de partenariat entre les 2 ministères concernés a été signé hier, officialisant ainsi la mise en œuvre de la digitalisation dans les établissements hospitaliers du pays. Dans les actualités sociales, l'objectif est d'atteindre un taux d'accès à l'énergie de 70% pour la population malgache, contre seulement 30% actuellement, a déclaré aujourd'hui le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures lors de la distribution des lampadaires Cobra aux communes du district d'Atimoujan. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme Azavana Wanau, mais également dans le cadre du projet Azavana Wanrech. Lors de la cérémonie qui s'est tenue ce matin à Itos, le ministre a rappelé que l'éclairage public joue un rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité. Radraman Zatouf sur les images de Kevin Ravoniarsan. L'installation des lampadaires dans les rues et ruelles entre dans le cadre du projet Azavana Wanrech et la distribution de lampadaires Cobra en fait partie. Aujourd'hui, plusieurs communes du district d'Atimoujan ont bénéficié de cette distribution qui a eu lieu à Itos en présence du ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Jean-Baptiste Olivier. Le maire d'Itos, Rasloufou Rivoaza Olivier, a souligné que l'éclairage public est une priorité pour la commune, car il contribue non seulement au bien-être des habitants, mais aussi à la sécurisation des quartiers.
Lors de son discours, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a rappelé que l'accès à l'électricité est un facteur clé du développement et que toutes les communes du pays seront progressivement concernées par cette initiative. Il a insisté sur l'importance pour Madagascar d'accélérer son transition vers les énergies renouvelables et l'utilisation des lampadaires Cobra fait partie de cette stratégie. Dans cette optique, l'installation des parcs solaires se poursuivra et un site sera mis en place dans la commune d'Anturanfut pour alimenter en énergie le district d'Atimjan. Plusieurs ministres et élus ont assisté à cette cérémonie de distribution, notamment le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité publique ainsi que le ministre des Mines. Étaient également présents les députés élus dans le district d'Atimjan, le chef district ainsi que plusieurs autres représentants des autorités locales. Dans un tout autre sujet, le Bianco et la RAI collaborant étroitement dans la lutte contre la corruption. Un mémorandum d'entente a été signé jeudi dernier entre les deux parties pour une durée de 2 ans renouvelable. Cet accord portera sur le partage d'informations concernant les infractions de corruption, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, du détournement de biens et des deniers publics et occasionnant des gels et saisies d'avoirs. Par la même occasion, les membres de la RAI ont effectué leur déclaration de patrimoine auprès du Bianco. Les détails. Normalement, les biens acquis illégalement devraient être saisis au moment de l'enquête effectuée par le Bianco, car si on attend le procès, ce sera trop tard et il n'y aura plus rien à saisir, explique le directeur général par intérim, Radu Anjanzatouf de la RAI. En effet, les criminels sont préparés selon lui. Au moment de la proclamation de jugement de saisie et de gel, les comptes ont été vidés en amont, raison pour laquelle il faudra renforcer la coopération. Chaque entité aura une tâche bien définie dans le cadre de l'accord. Pour le Bianco, il s'agira entre autres de coopérer avec la RAI et ainsi de faciliter la récupération par cette agence des biens saisis. Il s'agira aussi de donner des réponses aux demandes d'informations et de renseignements formulées par la RAI, nécessaires pour l'exécution des décisions de gel, saisie ou confiscation, et pour satisfaire aux demandes d'entraide ou de coopération émanant des agences homologues. Et pour la RAI, il s'agira notamment de collaborer avec le Bianco dans le cadre des études et analyses stratégiques se rapportant à des matières relevant de sa compétence et de récupérer autant que possible les biens saisis ayant fait l'objet de décisions de confirmation de la juridiction compétente. À part la signature de cet accord, les membres de la RAI ont déclaré leur patrimoine auprès du Bianco. Pour terminer les actualités locales, un total de 520 arbres ont été plantés hier à Ambouimiarn, dans la commune d'Ambouimang, région d'Itas, sur le site du projet Ankunanamiarn, initié par le président de la République. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette initiative, notamment le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, le secrétaire d'État chargé de la souveraineté alimentaire, ainsi que les ministères de la Population, de l'Agriculture et de l'Élevage. Sylvain, Sech Anjanab. Situé à 15 km d'Imersetousk, Ambouimiarn offre une vue directe sur Tanamaswanju. Ce site accueille l'un des projets majeurs du président Anjradzuel, Ankunanamiarn, visant à reloger des familles vulnérables. Le projet prend déjà forme, avec 550 logements construits selon des normes environnementales, ainsi que des infrastructures essentielles, écoles, centres de santé et autres équipements de proximité. Les familles relogées bénéficieront également d'opportunités économiques, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. L'agriculture et l'élevage figurent parmi les piliers économiques du programme Ankunanamiarn. Comme à Fierenen, la méthode agricole Pfumvudza sera mise en place à Ambouimiarn, une approche innovante favorisant la productivité agricole et la gestion durable des ressources naturelles. Cette coopération de reboisement s'inscrit dans une dynamique collective portée par les secrétariats d'État et ministères impliqués dans le projet. 520 arbres, notamment de l'ébène et du frêne, ont été plantés, contribuant à l'embellissement du site tout en jouant un rôle clé dans la préservation de l'écosystème local.
Le secrétaire d'État chargé de la souveraineté alimentaire a également souligné l'importance de l'aménagement paysager avec un alignement d'arbres le long d'une route de 1,35 km réalisée en collaboration avec des partenaires et des associations locales. À l'international, aux USA, le président Donald Trump poursuit sa réforme sur le secteur de l'éducation. Après avoir annoncé une réduction de moitié des effectifs du ministère, il s'attaque désormais aux politiques de discrimination positive. France 24. Nous avons mis fin à la tyrannie des politiques de diversité, d'équité et d'inclusion. Les annonces se succèdent en cascade dans le secteur de l'éducation. Après les pressions sur la recherche scientifique, Donald Trump veut désormais mettre un terme au programme de diversité et d'inclusion. La secrétaire à l'éducation Lindsay McMahon a annoncé vendredi que plus de 50 universités américaines font l'objet d'une enquête pour discrimination positive présumée. Selon ses dires, les étudiants doivent être évalués en fonction de leur mérite et de leur réalisation, et non en fonction de leur couleur de peau. Une accusation qu'a rapidement démenti l'université de l'Ohio, affirmant ne pratiquer aucune discrimination raciale, ethnique ou d'autre nature. De son côté, le nouveau ministère américain de l'Éducation maintient que des dizaines d'universités, à l'image de Yale ou Cornell, seraient pourtant hors la loi. Au cœur des accusations, des partenariats passés entre universités et ONG visant à favoriser l'accès des minorités raciales au doctorat. Vendredi, une manifestation a également été organisée devant le ministère de l'Éducation, alors que Trump veut réduire de moitié les effectifs de celui-ci. Laissez-moi vous dire, Monsieur Trump et Monsieur Musk, que vous n'apporterez pas votre boule de démolition dans les écoles publiques américaines. Nous vous barrerons la route. Cette manifestation intervient au beau milieu d'une semaine mouvementée. Jeudi déjà, la Trump Tower à New York a été occupée en soutien à un étudiant de l'université de Columbia, Mahmoud Khalil, menacé d'expulsion pour avoir participé à des manifestations pro-palestiniennes. Accusée de ne pas prendre au sérieux l'antisémitisme sur son campus, Columbia vient, elle, de se voir retirer 400 millions de dollars de subventions fédérales. Vladimir Poutine refuse le déploiement de troupes occidentales en Ukraine. Le président russe a immédiatement énoncé ses conditions suite à la proposition de trêve après la visite de l'émissaire américain à Moscou. Poutine adopte une stratégie de patience, tandis que les forces russes, accompagnées de supplétifs nord-coréens, reprennent la région de Koursk. France 24. Le monde attend qu'ils disent oui à un cessez-le-feu sans perdre un instant. Lui veut gagner du temps. Du Kremlin, Vladimir Poutine semble jouer le maître des horloges, entretenant le flou sans pour autant s'opposer frontalement aux États-Unis. Le problème de restaurer les relations russo-américaines est sur notre agenda. Ce processus n'est pas facile, voire compliqué. J'ai eu le président Trump au téléphone. On va bien voir ce qui va se passer. Cela fait 3 ans que la Russie est sous sanctions internationales. Aujourd'hui, Donald Trump a en fait peu de moyens de pression supplémentaires sur le président russe. Dans son message du jour, il semble simplement pouvoir demander. En ce moment, des milliers de soldats ukrainiens sont complètement encerclés par l'armée russe. J'ai demandé de façon pressante au président Poutine d'épargner leur vie. Le Kremlin dit avoir transmis à l'émissaire américain sa position et ses requêtes. En attendant, la Russie en profite pour reconquérir, mètre après mètre, la région russe de Koursk. Les zones encore aux mains de l'Ukraine s'amenuisent. Kiev est en train de perdre un précieux atout dans les négociations. Parce que la Russie est en position de force sur le terrain, elle semble aussi avoir la main sur le plan diplomatique. La réalité, c'est que la Russie a l'avantage sur le terrain militaire, avec une ligne de front qui est en train d'avancer, de progresser. Ça veut dire qu'à très court terme, le président russe n'a pas un intérêt à ce que la trêve débute trop vite. Volodymyr Zelensky accuse la Russie de ne pas véritablement vouloir la paix. C'est crucial de pousser la Russie à être constructive, de mettre fin à toutes ces manipulations russes qui ne font que prolonger la guerre. Les demandes russes sont toujours les mêmes. Démilitarisation de l'Ukraine, annexion définitive des territoires occupés et changement de régime à Kiev. Bref, une capitulation complète. Quel avenir sur les négociations sur le nucléaire iranien, un dossier qui perdure depuis longtemps?
Récemment, Donald Trump a proposé aux autorités iraniennes de relancer les discussions tout en les menaçant de nouvelles sanctions et d'éventuelles actions militaires. Téhéran a rejeté cette proposition, soutenue par la Chine et la Russie, qui appelle au dialogue et à la négociation. Les trois pays exigent désormais la levée des sanctions imposées à l'Iran. France 24. Rouvrir les discussions sur le nucléaire iranien, pourquoi pas, mais les sanctions américaines doivent être levées. Un message de Téhéran soutenu par la Russie et la Chine, des représentants des trois pays se sont rencontrés à Pékin. L'Iran se montre méfiant après la demande du président américain de rouvrir des négociations. Le leader iranien qualifie ces demandes de harcèlement, Donald Trump l'ayant menacé d'une action militaire. Ce dernier avait retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. Il prévoyait un allègement des sanctions contre l'Iran, qui en échange devait limiter le développement de son programme nucléaire. Depuis son retour au pouvoir, Trump a encore renforcé les sanctions contre l'Iran, de quoi exacerber les tensions. La Chine appelle à l'apaisement. Aujourd'hui, la situation a atteint un point critique. La paix est encore possible et ne doit pas être sacrifiée dans la facilité. Les sanctions unilatérales ne feront qu'exacerber les conflits. Le dialogue et la négociation sont les seuls choix. Les sanctions américaines ont sévèrement touché l'Iran. Ce dernier estime leur impact à 1000 milliards de dollars. Téhéran a toujours répété que son programme nucléaire avait uniquement des fins civiles. L'Iran fait l'objet d'inspections approfondies de la part de l'AIEA et notre programme nucléaire n'a jamais été détourné à des fins non pacifiques. Malheureusement, certains pays tentent de créer une crise inutile à cet égard. Mais de nombreux pays s'alarment face à l'augmentation des stocks d'uranium enrichi à 60% en Iran, un niveau proche de celui utilisé pour les armes nucléaires, ce qui fait craindre pour la sécurité de la région. Face aux menaces d'action militaire de Donald Trump, l'Iran peut compter sur la Russie et la Chine. Les trois pays ont renforcé leur coopération sur ce plan. Il y a quelques jours, leurs marines ont participé à un exercice conjoint dans les eaux iraniennes. Cette édition touche à sa fin. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le film The Fire Inside. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.